Précédemment, dans Rufus. Malgré ses efforts, Rufus ne peut compter le nombre de soleils dans le ciel du désert. Thorn l'emmène au Campagnol et lui recommande un champignon particulier, le sépule. Leur passage s'interrompt soudain lorsque Larkin, le maître de Cypher, apparaît. D'un simple mouvement de la main, il transforme le jour en nuit et se met à leur poser des questions. Tu cherches à protéger cet enfant, n'est-ce pas? Qu'est-il donc de si intéressant? C'était pour lui le voyage avec Cole. Thorn et Rufus ressortent ébranlés de leur rencontre avec Larkin. Ils se séparent et Rufus revient chez lui, où Yvon lui donne de plus amples détails sur Larkin. À un moment donné, Thorn a dû affronter son meilleur ami. C'est le seul duel qu'il ait jamais perdu. Rufus dort 30 heures de suite. À son réveil, la voix de Cole résonne, et c'est avec joie qu'il rejoint le guerrier. Thorn ne pourra pas venir, finalement. Je le remplace. C'est aujourd'hui la réunion pour le tournoi. Rufus, saison 2, épisode 5. Assemblée. Rufus refusa la tasse de thé qu'on lui tendait sur la table. Une rencontre d'information pour le tournoi? Il aurait mieux fait de rester au lit. L'idée d'y rencontrer Cypher, ou pire, Larkin, lui donnait envie de simuler une vilaine grippe. Comment se fait-il que tu nous aies rien dit, Rufus? Tu participes au tournoi des rêveurs avec Thorn? Si tu comptes mettre ta sécurité en péril, c'est ton choix. Mais tu devrais peut-être peser le pour et le contre avant de t'y lancer tête baissée. Mais s'il en a envie, Muriel, pourquoi pas? Jason se reprit juste à temps. Mais je me demande si ça en vaut la chandelle. À cette heure, le premier palier s'animait. Les gens se rendaient au boulot, accompagnaient les enfants aux instituts, passaient au marché du coin pour y déjeuner à la va-vite. Le frémissement des arbres se fondait au tintamarre ambiant, et alors que le deuxième soleil se levait, le hurlement des corneilles enterra peu à peu les stridulations des criquets. Rufus et Cole se détachèrent de la foule pour attendre leur navette sur les routes pavées de la gare. Le vent s'était levé tôt dans la journée, et pour la première fois depuis son arrivée à Hélas, Rufus grelottait. Bientôt, la porte coulissante du train s'ouvrit sur la grande muraille du château. Rufus se sentait toujours si petit devant ces immenses tours dorées. « Alors, Rufus, on a dû te poser des questions sur tes origines. »« Oui. »« Tu as répondu quoi? » Que je devenais trop vieux pour l'orphelinat de Saul. Que je devais déménager. Très bien. Moins tu mens, et moins tu risques de trébucher dans tes mensonges. C'est ce qu'on dit, en tout cas. Ils arpentèrent le majestueux hall d'entrée, mais au lieu de se diriger vers la gauche, Cole prit la droite, dans un passage sale et humide. Des coquerelles écrasées jonchaient le plancher craquelé. Quelque chose t'indispose, Rufus? Je sais. C'est crasse. Le roi aime bien donner l'impression qu'il baigne dans l'or, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Tiens, salut, Marvin. Comment tu vas? Tes petites, elles vont bien? Du haut de sa grande charpente, Marvin, un garde muni de longues tresses rousses qui se balançait de droite à gauche, poussa un grognement aimable et s'intéressa tout de suite à Rufus. C'est lui? Oui. C'est vrai, alors. Il y aura l'élève de Thorn et celui de Larkin. Ouais. Je pensais que Thorn ne voulait plus enseigner les rêves. On est en retard. On en parlera une autre fois, Marvin. Une grosse femme brune obstruait l'entrée de la salle de réunion. Quand elle ouvrit la bouche, Rufus reconnut sa voix grasse. Cette femme gérait les candidatures le jour de l'audience. Sur sa poitrine proéminente se trouvait une minuscule épinglette où on pouvait lire « Boris Malo, transcriveuse en chef ». Nom de l'élève et du maître? Bonjour, Madame Boris.
Je remplace Thorn pour la réunion. Oui, mais il faut remplir le formulaire. On est en retard. On peut faire ça un peu plus tard? Boris pinça les lèvres et leva ses petits yeux au ciel. Bon, d'accord. Mais c'est bien parce que c'est toi, Cole. Mais qui est-ce qui parle pendant que je parle? Le roi Édouard, alerté par leur conversation, tenta d'ouvrir la porte de l'intérieur sans que Boris, qui la bloquait de tout son poids, ne s'en aperçoive le moins du monde. Tassez-vous de la boulotte! Évitant de peine la crise cardiaque, la transcriveuse en chef roula sur le côté et la porte s'ouvrit enfin. Il y avait des gardes rouges aux 4 coins de la pièce et 5 concurrents accompagnés de leur maître étaient disposés sur de petites chaises en bois. Rufus, écarlate, suivit Cole jusqu'aux places vides du bord. Il croisa le regard fourbe de Larkin, qui se tenait auprès de Cypher, sur la première rangée. Il riva aussitôt ses yeux au sol. De petites gouttes de sueur lui tombèrent du front. Quand il releva la tête, son cœur fit un bond dans sa poitrine. La fille aux tresses noires, entrevue lors de son entraînement, le fixait d'un air incrédule. Il baissa à nouveau la tête et se gratta maladivement. Le roi Édouard prit alors la parole. « Une chance que je vous avais dit d'être à l'heure, n'est-ce pas? Je n'ose pas imaginer ce que c'est lorsque vous êtes en retard, n'est-ce pas? Je suppose que vous vous faites toujours passer pour Thorn, Cole? » Les gardes rouges s'esclaffèrent bruyamment. « J'en étais à dire, avant que Boulotte n'intervienne, que la réunion de ce matin est capitale! Certains ont encore de la difficulté à se rentrer dans la tête qu'Hélas doit gagner l'an prochain. En effet, et je me félicite pour ça, nous avons des rêveurs capables de rafler tous les honneurs. Larkin à Cypher, Vieux Blanc à Sarah, et Thorn a trouvé Rufus. Quel idiot! Pardon? Un idiome? Rufus reconnaissait la plupart des gens dans l'assemblée. La fille aux tresses noires était accompagnée par Médias, le vieux garde squelettique rencontré dans le train. Il y avait évidemment Larkin et Cypher, mais aussi son ami roux, Harvey. Cypher et lui se chuchotaient à l'oreille. Un détail sauta aux yeux de Rufus. Cypher portait un bandeau de soie autour de son crâne. Était-ce dû à leur lutte de la dernière fois? Le roi Édouard, tout frétillant, continua. Nous sommes très proches des premiers combats. Ne me faites pas regretter les rénovations du Colisée. Maintenant, place aux affrontements! D'un geste théâtral, le roi fit un pas vers la droite et déshabilla un tableau garni de gribouillis illisibles. Je m'en suis chargé moi-même. Dans la pièce, malgré des sourcils froncés, des ajustements de lunettes, des rapprochements de chaises et des murmures d'incompréhension, personne ne parvint à percer le mystère de cette écriture. Voyons voir ce qu'on a là. Le premier combat sera donc Gertron contre Bixbull. Absent. Essayons plutôt celui-là. Moubarak contre Benjamin. Meljob contre Sistrock. Plasta contre... Encore Benjamin? Qui est? Qui? Je vais lui apprendre, moi, qu'on me pointe le coupable. Sinon, je punis Fred Lelard, par défaut. Bon, restez ici. Je reviens. Les participants se levèrent, et 2 clans se formèrent naturellement. D'un côté, Cypher et Harvey, accompagnés de Larkin et d'une vieille femme rousse. De l'autre, tous les autres. Rufus, bien entendu, ne connaissait personne. À part, il examinait sa boussole, comme s'il cherchait une façon de la réparer. Et à trop vouloir avoir l'air occupé, il ne la remarqua même pas approcher. « Qu'est-ce que c'est? » Rufus sentit son cœur faire un bond. La fille aux tresses noires se tenait là, devant lui, étudiant la boussole, sceptique. « Oh, ça, une boussole. Sans points cardinaux? » Sans en demander la permission, elle saisit le petit objet de ses mains fines, qui était néanmoins recouverte de callosité.
Rufus présenta sa main ouverte devant elle. Je m'appelle Rufus. » Elle ignora son geste et continua de scruter l'objet. La petite corde tendue au cou de Rufus commençait à lui pincer la nuque, mais la fille s'intéressait bien plus à la boussole qu'au bien-être de son cou. « Aucune idée de ce que c'est, » déclara-t-elle finalement, en la relâchant. « Au fait, tu as remarqué de quelle façon il te regarde? » Non. Cypher et Harvey, à l'autre bout de la pièce, dévisageaient Rufus, en affichant un sourire présomptueux. Ils veulent se venger, j'imagine. De quoi? Comment tu vas, Rufus? S'exclama soudain Médias. Le garde royal posa sa main sur l'épaule de la fille. Tu as fait connaissance avec Sarah? C'est mon élève. Rufus hocha frénétiquement la tête et vit que Cole, derrière, lui envoyait un clin d'œil amusé. Il n'en fallut pas plus pour que ses joues s'enflamment. Surveille-la bien, Rufus. Avec Cypher, c'est elle qui a la plus haute cote du groupe. Sarah regarda Rufus de ses yeux violets, sans rien dire. Elle ne broncha même pas. « D'accord, c'est super, » bredouilla l'adolescent. Elle détourna finalement le regard, puis retourna s'asseoir, en se limitant de mentionner « Il te regarde toujours. » C'était vrai. Cypher et Harvey ne détachaient pas leurs yeux de Rufus. Cole venait lui-même de le remarquer. Il redressa ses larges épaules. « Hé, là-bas! Si vous regardiez ailleurs pour une fois, ce n'est pas le... » Les discussions s'arrêtèrent net. Tout le monde se figea. Plus personne n'osa même respirer. Le fou rire de Larkin semblait envelopper la pièce et tout dominer. Le silence gagna la foule de visages blêmes pendant près d'une minute entière. Les autres maîtres, les gardes royaux, même Cole n'osait plus bouger. Le roi Édouard retentit alors. « Ouf! Ah, très bien! » approuva-t-il. « Quand le roi arrive, on se tait. C'est ce qu'on appelle le respect. Fort bien. Vous pouvez vous rasseoir, allez. Toi aussi, Cole. Alors, voilà. Comme vous le savez, ces qualifications détermineront les 3 meilleurs espoirs d'Hélas. Aimera pas, voici la liste des combats. C'est bien 60 années qu'il est marqué là? 60 lunes, crétin! Le duel d'ouverture a lieu dans 60 lunes. Rufus se mordit la lèvre inférieure à la vue de son adversaire. Il en aurait vraiment souhaité un autre. Mais au moins, son affrontement était le dernier à l'horaire. Peut-être aurait-il le temps de maîtriser ses pouvoirs d'ici là. Il remarqua tout à coup la nouvelle tension qui accaparait la place. Médias se leva avec aplomb. « Mais qu'est-ce que c'est que cette imbécilité? Ça n'a pas de sens! » « Qu'y a-t-il, vieux blanc? »« Sarah contre Cypher! Vous voulez rire de moi? Ce sont les 2 plus hauts cotés! Ils sont censés affronter des adversaires plus bas dans le classement! » De vagues approbations retentirent, mais ils s'éteignirent aussitôt que le roi reprit la parole. « Il y a des raisons pourquoi je fais la politique, vieux blanc. Des raisons. Je donne aux gens le combat qu'ils veulent voir. Ça s'appelle le retour sur investissement. Comment veux-tu que je paye les rénovations du Colisée si personne ne vient voir l'événement? » Les narines de Médias s'élargirent alors qu'il postillonnait rageusement. « Le duel final! Voilà ce qui attire l'attention! Vous m'aviez promis le duel final! » « Ma parole! Mais ce vieillard est complètement cinglé! Prêt à tuer pour retirer son cachet! Vous m'avez menti! Et vous savez où? Calmez-vous donc, voyons! Mais vous déraisonnez! Moi? Je déraisonne? En quoi? Quoi? Vous voulez savoir en quoi, vieux blanc? Garde! Sortez-moi sénile! Ce n'est pas la peine! Je sors! Sans trop savoir pourquoi, Rufus faillit éclater de rire.
Je vous promets qu'il y aura des conséquences. Oh oui, des conséquences, garantit le roi, alors qu'on escortait Médias et Sarah hors du château. Ce manque de respect mérite une punition. Il ressemblait étrangement à Muriel, lorsqu'elle se fâchait contre un enfant de l'orphelinat. Le roi leva leur rencontre presque immédiatement après en avoir renvoyé Médias. À la sortie, Boris leur récita les règlements et ce qu'on attendait d'eux les jours de duel. Elle recommanda aussi fortement qu'ils collaborent auprès du journal local du temps qui passe, principal contributeur du tournoi. Rufus comme Cole acquiescèrent, sans trop savoir ce que cela signifiait. En sortant du château, Cole invita Rufus à se joindre à lui pour le repas. Sa maison se trouvait à proximité du parc de la Sentinelle. Il s'excusa pour le désordre et débarrassa la table des bouteilles vides. Il montra ensuite à Rufus comment se servir du vocalisateur. Yvon décrocha. Rayonnant, il promit de faire le message au tuteur et félicita Rufus de s'être enfin réveillé. Néanmoins, son ton s'aggrava quand Rufus lui parla de son adversaire. « Harvey, ce type est dangereux. C'est un rêveur-trappeur. Ce type est dangereux. » Il raccrocha le combiné. « C'est quoi un rêveur-trappeur? » Derrière le nuage de fumée, la voix de Cole s'éleva. « Ce sont un peu comme des chasseurs. Je serais incapable de bien l'expliquer. » Rufus, luttant contre la faim, repéra le petit comptoir à roulettes sur lequel Cole entassait son courrier. Sur l'enveloppe du dessus, une écriture fine et arrondie mentionnait « Pour Cole », de la part d'Amélie Fontana, Myril. Rufus jeta un coup d'œil en direction de Cole. La fumée avait envahi la cuisine, d'où émanait une odeur de brûlé. Il se tourna vers la lettre. « Cole, ça suffit. Tu dépasses les bornes. Je ne peux plus vivre sous la menace. Sorel a signé un procès officiel contre toi. J'ai essayé de l'en empêcher, mais depuis quelques jours, je me dis que c'est peut-être le seul moyen pour que tu arrêtes de m'écrire de telles... » C'est prêt. Rufus lâcha la lettre juste à temps. Assis-toi, Rufus. Voici ma spécialité. L'ours aux feuilles. Cole déposa 2 grosses casseroles sur la table. Régale-toi. Rufus déglutit, puis tenta sans succès de planter sa fourchette dans le morceau de viande baigné de sauce épaisse. Il était dur comme de la brique, et ce bouillon, dépourvu de légumes, ne goûtait rien d'autre que le sel noir. Il en reste assez pour nourrir tout le royaume, hein? Si tu es intéressé. Tu as l'air de t'y plaire, finalement. Ici. Rufus approuva. Mais Muriel et Jason veulent que je me trouve du travail. Ah, non. Oublie. Maintenant qu'ils savent pour le tournoi, ils vont te laisser tranquille. Je voulais te dire, Rufus, Thorn m'a demandé de t'avertir. À propos de Larkin. Cet homme est fou. Tu l'as bien vu tout à l'heure. Et il faut que tu t'en tiennes loin. Rufus se redressa sur sa chaise. Et ils étaient amis, pas vrai? Thorn et lui. Inséparables à ce qu'on dit. Jusqu'à ce qu'une chicane éclate. On raconte que c'est parce que Larkin voulait joindre le rossignol. Ce ne serait pas étonnant, mais on ne saura jamais la vérité. Et crois-moi, ce n'est pas Thorn qui va en parler. Oh, ça, c'est vrai. Il ne dit jamais rien. Rufus baissa la tête d'un air affligé et prit machinalement une autre bouchée de ragoût. Un craquement sous sa dent lui rappela que l'entreprise n'était pas sans risque. J'ai connu plus bavard, c'est vrai. Lui et Larkin ont ça en commun. Mais Thorn est grand comme la paix. Rufus n'osa pas riposter, se demandant s'il saisissait bien le sens de cette expression utilisée à Hellas. Pour sa part, il trouvait Thorn plutôt froid, et même méprisant. En fin d'après-midi, Rufus remercia Cole et prit le chemin de l'orphelinat. Il croisa Jason dans la navette, qui revenait du clou d'occasion,
une boutique d'outils sur le 2e palier. À l'orphelinat, ils se séparèrent en effleurant l'idée d'une petite partie de cartes, qui se concrétisa plus tard, mais que Donald interrompit. Paul, Nathan et Joséphine étaient encore sur son cas. Cette fois-ci, ils avaient caché son calepin. Donald avait réagi en déchirant le chapeau favori de Joséphine, et une bataille avait éclaté. Rufus, Jason, Yvon et Elric, un autre enfant de l'orphelinat, cherchèrent le calepin, et ce fut Elric qui le retrouva, carbonisé dans le four. Épuisé et peu enthousiaste à l'idée d'entendre un autre sermon de Muriel, Rufus décida d'aller se coucher. Dans sa chambre, il décoinça la manivelle du châssis et l'ouvrit en entier. Cette nuit-là, la lune éclairait aussi fort qu'un soleil. Il songea à sa rencontre avec Sarah. Dire qu'il avait essayé de lui serrer la main. Vraiment. Qu'est-ce qui lui était passé par la tête? La maison de paille, l'herbe haute, la plaine. Que sont-ils vraiment? La réponse est cachée à l'intérieur, entre ces murs de paille. Lui, cet homme, que protège-t-il? Aurais-tu tout oublié? Aurais-tu tout oublié? Rufus faillit perdre pied. Il crut qu'il allait s'évanouir, mais il s'échoua plutôt sur son matelas, qu'il avait emporté au sol durant sa crise de somnambulisme. Ce rêve semblait de plus en plus réel. Rufus souleva son matelas et le replaça sur sa base de lit. Puis, il trouva ses couvertures entassées près de l'armoire. Mais soudain, il tomba face à face avec la fenêtre. De nouveau, une silhouette immobile le fixait de la cour arrière.